Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui commente l'actualité américaine en la compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, le président Biden, en visite en France pour les commémorations du D-Day, était à peine reparti chez lui que poum, le monde a complètement changé et l'actualité française a repris le dessus. Néanmoins, je vous propose de revenir sur cette visite importante du président américain, le sens qu'il a voulu donner à son discours de la Pointe du Hoc vendredi 7 mai, mais aussi les échanges qui ont eu lieu entre les responsables français et américains sur les grands dossiers internationaux. Et d'abord, Laurence, la question que tout le monde se pose, comment va Joe Biden ? Écoutez, ce qui nous a semblé lors de sa présence en France la semaine dernière, c'est que c'est vraiment un très vieux monsieur. On voit Jill Biden et les conseillers du président veiller sur lui vraiment de très près. Alors, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu d'incident majeur, mais c'est vrai, on se demande si son état ne s'est pas dégradé récemment et comment il pourra tenir 4 ans de plus s'il est réélu. On n'en est pas encore là, mais on pense aux dernières années de Bouteflika. Oui, le président algérien qui avait largement dépassé son espérance de vie et qui passait les dernières années de son mandat totalement momifié et d'ailleurs complètement muet. C'est d'ailleurs pour que Joe Biden ne se fatigue pas trop que ses équipes avaient organisé une visite très longue, 5 jours, pour qu'il puisse se reposer. Il est arrivé mercredi matin 5 juin, jeudi, vendredi 6 et 7, il était en Normandie pour participer aux commémorations. Samedi, il était de retour à Paris pour des échanges et pour le dîner d'État. Il a fini le dimanche avec la visite du cimetière américain de Bois-Bello, dans l'Aisne. Ce cimetière que Trump avait eu la flemme de visiter lors de sa visite en 2018 parce qu'il pleuvait. Oui, l'attitude de Trump d'ailleurs avait fait scandale aux États-Unis à l'époque. Et est-ce que Biden s'est exprimé en Normandie ? Oui, 1944-2024, on commémorait les 80 ans du débarquement en Normandie. On a eu de très belles cérémonies, des passages d'avion, des chorales, la mer bleue dans le fond, un temps magnifique, de très très belles images de ces journées en Normandie. Et vendredi 7, à la Pointe du Hoc, Biden a en effet prononcé un discours sur l'importance du sacrifice qu'avaient consenti les soldats américains à cet endroit-là le jour du débarquement. La Pointe du Hoc, c'est la falaise qui a été prise d'assaut par le commando des Rangers américains de manière totalement héroïque au matin du 6 juin. Si vous avez vu le jour le plus long, je pense que tout le monde l'a vu, eh bien c'est l'une des scènes cultes du film avec Robert Mitchum et son cigare. Vous l'avez ? Je l'ai totalement. Biden, donc, a prononcé un discours sur la démocratie et la liberté. Il fait le lien entre la situation à l'époque et celle d'aujourd'hui. Écoutez plutôt. They're not asking us to do their job. They're asking us to do our job. To protect freedom in our time. To defend democracy. To stand up aggression abroad and at home. Biden explique que les soldats de la Pointe du Hoc nous demandent aujourd'hui de défendre à notre tour la démocratie et la liberté, aussi bien à l'étranger que dans nos propres pays. Oui, on voit effectivement à quoi il fait allusion, mais que sait-on des discussions de fond entre les équipes de Biden et leurs homologues français ? La délégation américaine n'a pas parlé que avec les Français. Biden a rencontré Volodymyr Zelensky à 2 reprises, une fois en Normandie et puis ensuite de nouveau à Paris, pour l'assurer du soutien américain et confirmer le montant de l'aide américaine votée au Congrès très récemment. Mais en effet, il y a eu beaucoup d'échanges avec les responsables français. Le secrétaire d'État Antony Blinken, le conseiller pour la sécurité nationale Jake Sullivan ont échangé sur l'Ukraine et le Moyen-Orient principalement pour tenter de trouver des compromis entre les positions de nos 2 pays. Et vous qui êtes bien informé, qu'est-ce que ça a donné ? Sur l'Ukraine, on a vraiment un soutien très clair des États-Unis et de la France à Kiev, mais ces dernières semaines, on a vu que Macron était un peu plus allant et Biden un peu plus prudent. Il y a eu aussi la question très importante des avoirs russes gelés dans les banques occidentales. Les États-Unis voulaient les utiliser pour financer la reconstruction de l'Ukraine. L'accord qui se dessine actuellement, c'est qu'on va pouvoir utiliser les intérêts générés par ces avoirs russes, mais pas le capital proprement dit. Maintenant, les États-Unis veulent aussi utiliser ces avoirs comme garantie pour organiser un prêt géant international pour la reconstruction de l'Ukraine. Ces négociations très pointues vont se poursuivre au G7 en Italie, qui a lieu du 13 au 15 juin.
Et sur la situation de Gaza, on avait des positions qui étaient sans doute plus divergentes, non? Ah oui, alors là, la divergence entre la France et les États-Unis est plus marquée parce que nous sommes beaucoup plus mesurés dans notre soutien à Israël. La France, par exemple, a approuvé la requête de mandat d'arrêt contre les dirigeants du Hamas, mais aussi les dirigeants israéliens, une demande qui a été faite par le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale. Pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, condamnent complètement cette action de la CPI. En revanche, on voit peut-être une convergence se dessiner sur la question des résolutions de l'ONU. Depuis le début, Paris a voté toutes les résolutions du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu à Gaza, alors que Washington a évolué, votant contre au début, s'abstenant le 25 mars, et puis enfin le 10 juin, donc très récemment, Washington a proposé une résolution qui appelle à un plan en 3 phases, commençant par un cessez-le-feu. Là, on a vraiment une évolution très, très importante des États-Unis, on en reparlera. En même temps, si on peut dire, on peut se demander quelle est l'importance concrète de ces échanges, vu que dans un cas comme dans l'autre, il y a des élections qui peuvent totalement changer la donne du jour au lendemain. Il n'est pas sûr que tout change autant qu'on puisse le penser aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en France, même s'il y a une cohabitation, la politique étrangère, traditionnellement, est un domaine réservé du président. Alors, il faudrait voir ce que ça donne, bien entendu, mais il y a ce caveat. Et puis, côté américain, la victoire de Trump n'est pas encore jouée. Figurez-vous que j'ai eu l'occasion de discuter avec Jake Sullivan lui-même, donc conseiller pour la sécurité nationale, le week-end dernier. Je lui ai demandé son avis, son pronostic sur les élections, et il était relativement optimiste. Oui, enfin, il est un peu partie prenante à cette affaire. Oui, c'est un petit peu son job d'être optimiste sur la victoire de Biden. Mais enfin, voilà ce qu'il explique. Il dit que aujourd'hui, Joe Biden fait de bons scores avec les segments de l'électorat dans lesquels les démocrates sont normalement mauvais, c'est-à-dire les blancs et les personnes âgées qui se rallient au camp démocrate. En revanche, ce même Joe Biden fait de mauvais scores dans les segments de l'électorat dans lesquels les démocrates, normalement, sont très bons, les jeunes et les minorités. Or, d'après Jake Sullivan, ces derniers, donc les jeunes et les minorités, finiront par se rallier au vote Biden en novembre prochain. Et donc, tout pourrait bien se passer. Pour Biden. Enfin, on verra si Jake Sullivan est dans le déni ou si c'est la vérité. J'aurais voulu préciser quelque chose, c'est que Jake Sullivan, c'est Jacob et pas Jacques. Et donc, il faut bien dire Jake, comme vous l'avez dit, et pas Jack, ce que beaucoup d'observateurs français font très régulièrement. Ah oui, ça c'est le truc de fréquenter les grands de ce monde, c'est qu'on doit savoir comment prononcer leur prénom. Les techniciens qui enregistrent ce podcast et moi-même, on est moins concernés par ce détail, mais je vous remercie quand même, Laurence, c'est extrêmement important. Bon, enfin, imaginons quand même que Trump l'emporte. Qu'est-ce qu'il va faire de tous ces beaux principes de la démocratie en politique étrangère ? Question très intéressante, Romain, je vous remercie. Il y a une bataille qui se joue ce printemps à Washington entre les spécialistes républicains de politique étrangère qui veulent tous devenir conseillers de Trump en cas de victoire. Et donc, on voit pas mal de think tanks conservateurs sortir des programmes signés de ces fameux prétendants à un poste dans une future potentielle administration Trump. Il y a, par exemple, le projet 2025 de la Heritage Foundation, ce programme très détaillé dont on a déjà pas mal parlé ici. Ce programme ne s'est toujours pas imposé comme le programme officiel de Trump, mais il reste en bonne place. Et bien sûr, une partie est consacrée à la politique étrangère. Il y a eu ensuite un livre qu'on a aussi évoqué très rapidement, We Win, They Lose, de Matt Kroenig et Dan Negrea, qui est sorti en mars. Et puis enfin, ce dont je voudrais vous parler un petit peu plus aujourd'hui, c'est le programme de politique étrangère du America First Policy Institute, un think tank trumpiste qui a été fondé en 2021. Ce programme de politique étrangère est sorti début mai. Et alors ces différents programmes, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, ils disent à peu près tous la même chose avec des variantes, mais je reste donc sur celui de cet America First Policy Institute. Il dit d'abord rapprochement total avec Israël, attitude très dure en corollaire vis-à-vis de l'Iran. Il dit ensuite ouverture de négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide du président Trump. Si ça marche pas et qu'il faut continuer à soutenir militairement ou autrement l'Ukraine, eh bien, les Ukrainiens devront payer les États-Unis, ce qu'ils n'ont pas fait vraiment jusqu'à présent.
Vis-à-vis de la Chine, ce programme réclame une grande vigilance, si ce n'est une grande hostilité. Il réclamerait notamment une réciprocité sur tous les sujets, c'est-à-dire vraiment des clauses miroirs très très fortes, avec des mesures sécuritaires vraiment assez punitives. Les citoyens chinois ne pourraient plus acheter d'immobilier aux États-Unis dans un rayon de 50 miles autour des bâtiments officiels américains. Et il est également prévu la fermeture des instituts Confucius, donc ces instituts culturels chinois, dans tous les États-Unis. Cette administration Trump 2, si elle suit ce programme, exigerait également des politiques chinoises beaucoup plus fermes concernant les exportations de fentanyl aux États-Unis, vous savez, cette drogue opioïde, et puis le rachat de TikTok par des acteurs non chinois, qui est déjà en cours au Congrès, serait évidemment concrétisé. Alors, puisqu'on en est sur le dossier chinois, sur Taïwan, qu'est-ce que disent ces programmes ? Une nouvelle administration Trump devrait arbitrer entre le non-interventionnisme et la défense de Taïwan contre Pékin, deux choses qui sont très importantes pour elle. Le programme parle d'un retour à l'ambiguïté stratégique, cette position américaine traditionnelle depuis les années 70, qui veut qu'on ne sache pas trop justement ce qu'il pourrait faire en cas d'attaque chinoise. Et puis, par ailleurs, aider Taïwan à s'organiser pour son autodéfense, de manière à ne pas avoir à aller les aider, le cas échéant. Bon, et vis-à-vis de nous, les Européens de l'Ouest, qu'est-ce que ça dit ? Ce qui est très intéressant, c'est que ce programme de l'America First Policy Institute ne réclame pas une sortie des États-Unis de l'OTAN. On éviterait donc le pire, mais il exige évidemment que les alliés non américains assurent leurs 2% de dépenses militaires. Donc là, ça c'est un truc assez traditionnel. Il réclamerait aussi que l'OTAN soutienne plus nettement l'opposition américaine à la Chine. Or, comme vous le savez, la Chine est en dehors de la zone OTAN. Donc c'est une évolution qui n'est pas complètement évidente. Plus largement, ce programme met en place le retour de la méfiance transatlantique en parallèle avec une grande méfiance vis-à-vis des organisations internationales, de l'ONU, etc. Là, on n'est pas surpris. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais je trouve que tout ça ne tranche pas tellement à la position de l'Ukraine près, ne tranche pas tellement avec la position de l'administration Biden. Il y a une sorte de continuité qui est presque rassurante. Oui, vous avez raison, à part l'Ukraine et le transatlantique, j'ajouterais. Eh bien, merci Laurence pour ce podcast remarquablement informé, puisque maintenant vous êtes copine avec Jake Sullivan et que vous tapez dans le dos de toute l'administration Biden. Ne tapez pas trop fort si vous rencontrez le président tout de même. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.